Chapitre 2 de géographie, les espaces productifs et leurs évolutions. On reste toujours en France, comme c'est le thème cette année, et on va voir comment la France produit ses différentes richesses. La France est parmi les 10 pays les plus riches du monde. Son PIB est à peu près de 2800 milliards de dollars. Et ces richesses peuvent se répartir en 3 grandes catégories. Les richesses qui viennent du secteur agricole, les richesses qui viennent du secteur industriel et les richesses qui viennent du secteur, ce qu'on appelle le tertiaire. Le tertiaire qui regroupe la production de richesses immatérielles. Par exemple, la recherche et le développement, par exemple, l'économie de la connaissance, par exemple, les services, etc. On verra ça plus en détail ensuite. Notre problématique est donc comment la production de richesses s'organise-t-elle dans l'espace et comment est-ce qu'elle évolue en lien avec un phénomène que vous connaissez bien déjà, en lien avec la mondialisation. Grand 1, le secteur agricole. Au Moyen-Âge, la France avait une devise que répétait le ministre Sully de Louis XIV. Labourage et pâturage sont les 2 mamelles de la France. Ça voulait dire que l'agriculture, l'élevage et l'agriculture étaient au cœur de l'économie du pays. C'est grâce à ça que le pays, d'une part, nourrissait sa population et deux, qu'il arrivait à avoir quelques richesses. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. L'agriculture ne représente que 3,5% du PIB, ce qui fait une somme à peu près de 70 milliards d'euros de richesses produites dans ce secteur-là. Le modèle agricole en France, c'est ce qu'on appelle l'agriculture productiviste. C'est une agriculture qui est mise en œuvre par des firmes agroalimentaires, des grandes entreprises privées, dont le but forcément est de s'enrichir. Et cette agriculture productiviste, elle a un grand avantage, c'est qu'elle permet de produire et de même surproduire des productions alimentaires, des productions agricoles. Mais elle a aussi, et donc que tout le monde mange à sa faim, mais elle a aussi un immense inconvénient, c'est que ce modèle-là, il surexploite les ressources et surtout, il produit énormément de pollution. Il tend même à détruire les sols et détruire l'environnement. Non, mais il détruit également la santé. D'accord ? Donc, les résultats, c'est que on développe certaines maladies dues aux pesticides. Cette agriculture productiviste provoque une certaine érosion des sols. Elle provoque un certain appauvrissement des sols dû aux engrais, dû au fait que le sol n'a pas le temps de se régénérer par lui-même, dû évidemment aux pesticides et à tous les produits qu'on met pour tuer les différents parasites, mais également tous les autres insectes qui sont à côté. Heureusement, on est une génération où l'information circule de plus en plus et les consommateurs sont de plus en plus conscients de ces problématiques. Et ça va faire qu'ils vont en faire il y a de plus en plus de consommateurs qui font des choix responsables et ça va favoriser un nouveau modèle agricole qu'on peut appeler l'agriculture biologique, mais également, il y en a qui vont plus loin, on peut appeler ça aussi l'agroécologie ou l'agroforesterie, où on mixe à la fois l'agriculture et la plantation et la culture des arbres. L'agriculture où on préserve la vie du sol, l'agriculture où on préserve la biodiversité. Voilà, ce sont différents modèles agricoles qui tendent à se développer et qui sont très liés au choix des consommateurs, qui sont de plus en plus conscients et soucieux de leur impact sur l'environnement et sur leur santé. Il ne faut pas oublier qu'il y a une immense partie du secteur agricole, c'est l'élevage. 70% des surfaces agricoles sont destinées justement à l'élevage. Une partie sont destinées aux cultures qui vont être données à manger
comme fourrage aux animaux d'élevage. Et l'autre partie, ça va être des grandes prairies pour que les animaux puissent pâturer. Donc l'élevage aussi pose énormément de problèmes. On est dans un mode d'élevage pour 95% des situations dans un mode d'élevage industriel, avec le but de produire au maximum en négligeant l'impact sur l'environnement et sur la santé, sans parler de la maltraitance des animaux. Et donc on se retrouve avec des élevages où les animaux sont très concentrés, où on utilise de fortes doses d'antibiotiques et qui utilisent une partie des produits agricoles qui eux-mêmes sont faits souvent dans des conditions néfastes pour l'environnement. D'où la tendance actuelle de réduire de plus en plus sa consommation de viande. Grand 2, l'industrie. Alors l'industrie, c'est la production d'objets, la production de biens matériels grâce aux matières premières et grâce à l'exploitation et à l'utilisation des énergies. Cette industrie, donc depuis la révolution industrielle, elle est passée avant, dans l'économie, elle est passée avant le secteur agricole. Lors de la révolution industrielle, donc au 19e siècle, l'industrie était localisée près des gisements d'énergie, qui au début étaient le charbon, ou alors près des gisements de matières premières, par exemple le métal, qui est un peu le symbole de la révolution industrielle. Tout ça, ça va évoluer, ça va changer. Entre autres, et surtout particulièrement grâce à, ou à cause de la mondialisation, d'accord, les moyens de transport se sont développés, les échanges ont été facilités entre toutes les différentes régions du monde, et ça a eu pour conséquence, ça a eu un impact lourd dans le secteur industriel, qui est que beaucoup d'entreprises vont se délocaliser, d'accord, c'est-à-dire que les entreprises privées vont préférer produire avec une main-d'œuvre moins chère dans d'autres pays, plutôt que produire en France, où les droits des travailleurs et leur sécurité imposent certaines contraintes assez plus lourdes à leurs employeurs. Le secteur industriel, il représente environ 10% du PIB aujourd'hui, et ce qui fait à peu près un chiffre d'affaires de 870 milliards de dollars. Grand 3, le secteur tertiaire. Si on met le secteur agricole et le secteur industriel ensemble, on arrive à environ 10% plus 3,5%, ce qui nous fait 13,5% du PIB de la France. Donc ça veut dire que plus de 85% des richesses de la France viennent du secteur tertiaire. Autrement dit, plus de 85% du PIB français est immatériel. Ce secteur tertiaire, on est habitué à le diviser en différents grands domaines. Le premier, c'est le domaine des services marchands, par exemple un coiffeur, par exemple un taxi, mais surtout par exemple le commerce. Le commerce, c'est acheter et revendre. Il n'y a pas d'idée de production derrière. On achète à des producteurs, on revend à des consommateurs. Donc l'idée de services marchands et l'idée aussi de services non marchands. Les services non marchands, c'est tout ce qui est le secteur public, qui est financé par nos impôts. Le service non marchand, c'est par exemple moi, les enseignants, mais également la police, l'armée, les pompiers. Tous ces domaines qui, a priori, à première vue, ne rapportent pas d'argent, en fait, permettent une certaine stabilité de la société, permettent un certain niveau de vie des populations, par exemple la sécurité sociale qui permet aux gens d'avoir des soins moins chers. Et cette stabilité et ce niveau de vie de la population va permettre justement à tout le monde de produire des richesses. Moi, si je suis enseignant et que je suis payé grâce aux impôts et que l'école est gratuite, l'avantage c'est que vous, plus tard quand vous serez grand, vous produirez des richesses. Vous créerez votre entreprise ou alors vous travaillerez pour une entreprise qui crée des richesses matérielles ou immatérielles si vous travaillez dans le tertiaire, qui est le secteur quand même qui recrute le plus et qui en plus se développe de plus en plus.
les services donc marchands, les services non marchands. Également, un secteur important, enfin un domaine important du secteur tertiaire, c'est le tourisme. Et la France est bien placée par rapport au tourisme parce qu'elle est le premier pays le plus visité au monde et ça amène des rentrées d'argent que les touristes étrangers dépensent en France. Mais le tourisme est aussi un tourisme national, c'est-à-dire les populations peuvent venir se déplacer dans d'autres régions et elles dépensent aussi leur argent. La France attire les touristes, par ses différents paysages, ses différents types de paysages, la montagne, la mer, par exemple, mais également tout son patrimoine historique et culturel, qui attire beaucoup de monde. On peut penser aussi qu'elle a des grands parcs d'attractions, comme par exemple Euro Disneyland, Astérix, mais dans le cas d'Euro Disney, il n'y a pas d'autres Euro Disney en Europe à part celui-là. Un dernier aspect de l'économie due au secteur tertiaire, c'est ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. L'économie de la connaissance, il a un grand avantage, c'est que c'est une économie qui ne se base plus comme le secteur agricole et le secteur industriel sur des richesses, sur des ressources matérielles, sur des ressources naturelles. Mais ça est donc une ressource naturelle, c'est-à-dire ressources épuisables, et c'est-à-dire aussi un secteur qui génère beaucoup de déchets et de pollution, mais elle se base sur la connaissance, c'est-à-dire sur la recherche, sur l'observation. Et donc la connaissance, on n'aura jamais fini d'observer la nature, on n'aura jamais fini d'observer les étoiles, on n'aura jamais fini d'observer le monde micro et le monde macro. Donc cette connaissance, elle est infinie, d'accord? On n'aura jamais fini non plus d'inventer des nouvelles histoires, d'inventer des nouveaux romans, des nouveaux films, des nouveaux jeux vidéo. Donc elle a cet avantage, l'économie de la connaissance, d'être totalement infinie. Si vous prenez un smartphone, au niveau des matières premières, ça fait 150 voire 200 grammes. C'est pas grand chose, même s'il en faut quand même. Mais au niveau des connaissances, voilà, c'est des années de recherche et développement. Donc l'économie de la connaissance, c'est l'économie qui tend de plus en plus à se développer et en même temps qui offre la bonne nouvelle de ne pas surexploiter, de moins exploiter les ressources naturelles. Et en plus de pouvoir se développer à l'infini. Parce qu'une deuxième caractéristique de l'économie de la connaissance, c'est que plus on la partage, plus elle va se multiplier, à l'inverse des biens matériels. Si j'ai un gros gâteau et que je le partage en 28 élèves, on aura tous une petite part, d'accord? C'est le cas de toutes les ressources naturelles. Alors que si j'ai un cours et que je le partage envers 28 élèves, ce cours-là sera multiplié par 28 au niveau des connaissances. Chaque élève aura acquis ce cours sans que ça me l'enlève de la tête. D'accord? Au fur et à mesure que je vous transmets une connaissance, elle ne sort pas de mon cerveau. La moins bonne nouvelle, c'est que autant un transfert d'argent peut se faire de façon instantanée, autant un transfert de connaissances a besoin de deux choses, a besoin de temps et également d'attention. D'accord? Si pendant 1 heure je fais cours et que les élèves ne sont pas attentifs, la connaissance ne sera pas transférée. Ou alors si vous êtes concentré mais juste 2 minutes pendant l'heure, la connaissance n'aura pas eu le temps aussi de se transférer. Du coup, un autre avantage de l'économie de la connaissance, c'est que dans quel cas on accorde du temps et de l'attention au maximum, c'est quand on aime. Quand on aime quelque chose, on lui accorde du temps et de l'attention. D'où l'intérêt d'aimer ce que vous faites et ce que vous voulez apprendre. Un secteur particulier de l'économie de la connaissance, c'est le biomimétisme. Le biomimétisme, il se base sur l'observation et l'imitation de la nature, qui est le résultat de 4 milliards d'années, voire plus, de recherche et développement. D'accord? Donc la nature, elle est à la pointe de, entre guillemets, la technologie. Même nous, on a du mal à rivaliser avec les capacités de la nature dans différents domaines.